Un des mouvements, justement, sur lequel j'avais insisté dès le début, à travers de ce rêve qui était au fond un rêve de jeu et qui exprimait l'aspiration vers ce qu'on désire et qu'on ignore à la fois, c'était le rêve du frisbee, où donc cet homme montait au haut de la colline et puis une fois qu'il arrivait en haut, il jouait au frisbee, lançait son frisbee. Et ce qui m'est revenu après, c'est que ce terme pour désigner le jeu du frisbee, je l'avais utilisé dans un autre contexte à propos du commentaire d'un autre rêve qui m'avait frappé, auquel je pense de temps en temps, dont j'avais déjà aussi parlé en public, mais sur lequel je trouve que c'est toujours passionnant de revenir. C'est lorsque quelqu'un avait vu un homme avec une couronne d'épines qui saignait, la tête saignait à cause de la couronne d'épines. La personne avait pris cette couronne d'épines, avait enlevé, avait nettoyé le visage qui était en sang, et puis, à ce moment-là, avait lancé la couronne d'épines, comme on lance un frisbee, au-dessus de la mer. Et alors la couronne s'était transformée en un disque, et le disque avait tourné comme ça en planant au-dessus de la mer jusqu'à l'horizon, et arrivé à l'horizon, il s'est joint et il s'est transformé en un soleil levant, et le soleil est monté au-dessus de la mer. Rouge, au départ, bien sûr. Ce qui était, je trouve, une extraordinaire image, une extraordinaire scène, pour parler d'un côté du recyclage de la souffrance qui a besoin de ne pas rester telle qu'elle, et nous avons besoin de ne pas être fascinés par elle, mais de la prendre, d'en prendre l'énergie interne, et de recycler cette énergie interne. Et à ce moment-là, la première scène, qui est une scène de drame, qui est une scène tragique, va se transformer en une scène de jeu. Le moment où on lance le disque, on joue. Et c'est le passage entre du drame au jeu, qui est là exprimé par le rêve, comme si la personne justement sortait d'une conception dramatique, d'une conception douloureuse, d'une conception de la vie souffrante, pour entrer dans une conception peut-être plus vaste qui ne nie pas la souffrance, mais qui l'englobe et qui est le monde du jeu, la vision du jeu. Et voir le monde comme un grand jeu, ce n'est pas nier la part de souffrance qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas du tout ça, mais c'est l'englober dans quelque chose qui est encore plus vaste, et c'est se mettre en harmonie avec les cycles de la nature. Ce qui fait que le jeu horizontal, le frisbee, va devenir le grand jeu vertical, le soleil qui se lève. Et entre les deux, il y a la couleur rouge, le rouge du sang va devenir le rouge de la naissance de la lumière. Et là, il y a une transformation absolument radicale, un retournement, une révolution intérieure dans cette transformation. Et le sang, il risque de saigner une fois, c'est une blessure limitée, ou une fois jusqu'à la mort, et c'est la blessure définitive, tandis que le soleil, il va se lever chaque jour, comme si c'était un autre temps, le temps cyclique de l'éternité, qui avait raison du temps historique de la blessure. Et on retrouve toujours la même opposition. D'un côté, il y a le fil, il y a le cheminement, il y a l'histoire et il y a la blessure. Et de l'autre côté, il y a le cycle et il y a le jeu. Et il y a le goût du retour au même et à l'éternité. Dans le conte polynésien que j'avais raconté hier, il y avait justement à la source le sang du héron. Le sang de la blessure était à la source. Il était au commencement de l'histoire. L'histoire commence par le sang, l'histoire commence par la blessure. Et comment est-ce qu'on fait pour arrêter le sang? On essaie de trouver un autre temps, non pas non historique, mais un temps plus vaste qui inclut, qui englobe l'histoire. Comme s'il fallait recomposer la nature indépendamment ou au-delà de sa blessure. Comme s'il fallait retrouver une nature non blessée. Comme s'il fallait entrer dans un temps qui soit un temps où il n'y ait plus de blessure, ou plus exactement, où la blessure soit vaincue, dépassée, où on arrive à dépasser la blessure. Et ce temps, c'est peut-être bien
le temps du jeu. Le temps où on va clore de nouveau le monde. On va sortir du monde historique où il y a la blessure et le sang, et on va essayer de revenir dans un temps cyclique où on ne saigne pas, où on ne souffre pas, et où on recrée sans arrêt le monde, toujours le même monde. Alors c'est peut-être ça le jeu. Et c'est peut-être pour ça que dans le rêve, ce que j'appelle le recyclage de la souffrance, il y a comme ça le geste du jeu. Et c'est peut-être ça qu'on va trouver comme activité principale chez les jeunes enfants lorsqu'ils ont la possibilité, du point de vue de la psychomotricité, lorsqu'ils ont la possibilité de recomposer le monde. Et comment est-ce qu'ils font dès le départ ? Comment est-ce que fait un enfant dès le départ pour recomposer le monde et pour revenir au temps cyclique de l'éternité? Tout le monde sait. Il prend son pouce. Tant que l'enfant n'a pas réussi, tant que le nouveau-né n'a pas réussi à prendre son pouce, il est dans le temps de l'histoire et de la blessure. Et dès l'instant qu'il réussit à prendre son pouce, eh bien, il revient au temps cyclique, il refait le cercle. Et c'est pour ça qu'il se calme. S'il pouvait parler, il dirait « ça y est, je suis revenu dans l'éternité, je pense que maintenant ça ira, vous en faites pas pour moi, j'ai trouvé le chemin de mon pouce, j'ai trouvé le chemin du cercle, j'ai trouvé le chemin du cycle, donc maintenant je sais comment retrouver la paix intérieure. » Et puis après, quand on ne suce plus son pouce, ou qu'on ne le suce que de temps en temps, quand on est très fatigué, ou le soir, parce qu'on en a vraiment besoin, en se tirant sur les mèches de cheveux, parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment un cycle complet. Il faut que toutes les mains soient occupées, il faut que rien ne soit ouvert, il faut que tout soit clos. Eh bien, en attendant, on va jouer. Et on va jouer dans des mondes clos. Soit parce qu'il y a le terrain de jeu qui va être clos, soit parce qu'il y a le temps et la règle du jeu qui sont des clôtures, soit parce qu'il y a l'espace imaginaire du jeu qui se clôt par rapport au monde extérieur. Et c'est pour ça, par rapport à ça, qu'il faut toujours donner aux adultes quelques conseils pratiques. Enfin, surtout un conseil pratique. Le conseil pratique, c'est de ne jamais interrompre brutalement un jeu. Alors par exemple, conseil pratique, par exemple, s'il est l'heure de ce dont nous avons parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus jamais, c'est-à-dire le repas, s'il est l'heure du repas, et que les enfants ou qu'un enfant joue, il ne faut pas lui dire « maintenant t'arrêtes de jouer parce que c'est l'heure du repas ». Non. Il faut lui dire, c'est toujours une manière de parler, hein. Vous rectifiez, vous corrigez, je ne vais pas trouver d'autres mots. Il faut lui dire, dans 5 minutes ou dans 10 minutes, ce sera l'heure du repas, alors tu continues de jouer, mais tu sais que dans 5-10 minutes, ça s'arrête, quoi. Parce qu'on ne peut pas sortir brutalement de ce monde protégé du jeu. Sinon, c'est la blessure, de nouveau. Alors on peut dire, oui, mais de toute façon, il faudra bien qu'il arrête. Oui, mais il aura le temps d'établir des sas en lui pour sortir de ce monde clos. Vous savez, quand on sort d'un monde clos, il y a une première porte, puis un sas, qu'on appelle un sas, et une deuxième porte. C'est comme ça, on voit ça sur tous les engins spatiaux, on le dit bien. Donc si ça existe dans les engins spatiaux, c'est que ça doit exister dans notre vie de tous les jours, parce que finalement ce n'est qu'une vaste projection là-haut de ce qui se passe dans notre quotidien. Alors nous aussi, on a besoin de sas. Et on sait très bien qu'il ne faut pas ouvrir brutalement une porte, ça ne se fait pas. Alors, on ouvre une première porte, on dit le repas sera prêt dans 10 minutes, et l'enfant se prépare tout doucement à arrêter son jeu. Et il aura peut-être des comportements rituels pour la sortie du jeu. De même qu'il y a des comportements rituels pour l'entrée dans le monde du jeu, parce qu'il s'agit d'un autre monde. Et donc chaque fois qu'il y a recomposition d'un monde imaginaire clos, séparé d'un monde extérieur, historique, dangereux, et chargé de blessures, et chargé du manque, eh bien il faut prendre ces précautions d'usage, c'est-à-dire des rites de sortie, des rites d'entrée, avec des sas qu'on ménage pour que ça se passe bien. Ces rites, on les retrouve dans certains jeux de ballon, c'est lorsque le ballon sort des limites. Si on faisait à ce moment-là, si au moment où le ballon, dans une partie de handball ou de football, au moment où de rugby, si le ballon sort des limites, et si tout à coup on arrêtait, et qu'on s'entretenait avec chaque joueur, eh bien vous trouveriez chaque joueur dans une profonde tristesse.
Si on lui disait, ben maintenant, voilà, on arrête 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, parce que le ballon est sorti des limites. Ils seraient tous dans une très très profonde tristesse. Ce serait la dépression passagère du joueur quand le ballon est sorti des limites. Bien pire que si l'adversaire a marqué un but. Bien pire que si le ballon, on l'a perdu au profit de l'adversaire. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est le jeu. Ça, c'est toujours le mouvement. Mais ce qui est grave, c'est quand le mouvement s'arrête. Le ballon est sorti des limites, le mouvement s'est arrêté, tout s'est arrêté, et si le ballon ne revient pas vite dans les limites, on se retrouve dans ce monde historique, dangereux et blessé, dans le monde qui est peut-être celui de l'ennui et du manque. Alors, il y a des actes rituels pour remettre d'une façon très très précise, parce qu'il faut faire toujours attention dans ces cas-là, il y a une façon de remettre le ballon dans le jeu. On ne remet pas n'importe comment la balle dans le jeu. Parce que ce qu'il faut, c'est évacuer l'angoisse du dehors. Il ne faut pas que le dehors rentre avec le ballon. Il faut que seul le ballon rentre dedans, dans les limites. Il ne faut pas que le dehors en profite. Il ne faut pas qu'on s'ennuie, puisqu'on est là précisément pour chasser l'ennui. On est là précisément pour chasser tous les risques du dehors. Donc la plupart des jeux s'organisent comme ça, autour d'une clôture d'un autre monde, d'un monde différencié de ce qui se prétend être le réel. On ne sait pas trop lequel est le plus réel. Il y a une clôture, il y a des rites d'entrée et de sortie entre ces deux mondes, et il y a plus généralement toujours une sorte, grâce à cette clôture, grâce à ce cercle, grâce à ce cycle, il y a toujours plus ou moins une imitation d'un monde très ordonné, très structuré, qui est un cosmos. Le jeu est un microcosmos. C'est un petit cosmos. Et on va évoluer à l'intérieur de ce petit cosmos. Et un des exemples les plus clairs du jeu microcosmos, c'est les trains électriques. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur une question sociale de grande importance. Parce qu'on a cru un moment dans l'évolution de la société européenne contemporaine, on a cru que les jeux de voitures de course miniatures allaient supplanter les trains électriques. Il y a eu un grand frisson dans les années 60 ou 70, un grand frisson, parce qu'on a vu que les courses de voitures électriques, téléguidées, sur des circuits, qui étaient elles aussi sur des circuits, allaient supplanter les trains. Et c'est vrai qu'à un moment, le monde a basculé. On a eu l'impression que ça allait se passer comme ça. Et puis finalement, si vous regardez de nouveau les vitrines des grands magasins de jouets, eh bien vous verrez que la société, la civilisation européenne s'est vigoureusement défendue. Et le monde n'a pas basculé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver, bien sûr, des jeux de 24 heures du Mans, Scalextric et autres circuits 24 pour les spécialistes. Mais ils sont restés finalement à la traîne, si on peut dire, à l'arrière, du retour du même, du grand retour du même, qui est le train. Alors, on va prendre un certain temps, si vous voulez, pour comparer le train électrique et les courses de voitures. Ben, justement, comme leur nom l'indique, les courses de voitures, ce sont des courses. Vous voyez, nous sommes ici dans la grande simplicité. Nous sommes dans les réflexions les plus simples. Nous sommes au cœur de l'évidence. Les courses de voitures, ce sont des courses. Les jeux de train ne sont pas des courses. Voilà. Quand on joue au train, on ne gagne pas, on ne perd pas. C'est pour ça que c'est le grand jeu. Alors que de l'autre côté, c'est le petit jeu. C'est le petit jeu. Il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent. C'est comme dans le monde, quoi. C'est comme dans l'existence. Tandis qu'avec le train électrique, justement, on est au-delà du monde. On est dans un autre monde. On ne gagne ni on ne perd. On ne grandit pas et on ne rapetisse pas, on ne croit pas et on ne décroît pas. On est dans le grand retour taoïste du même. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que le train, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Grâce au train, on va mettre des gares, puis on va mettre des maisons, puis on va mettre des arbres, puis on va mettre des bons hommes. Alors au début, on met des chefs de gare. Mais petit à petit, on met des bons hommes, des bonnes femmes, des petits-enfants, etc. Et puis, on fait tout un monde, on recrée tout un monde, grâce au train qui est un circuit. Grâce à ce circuit qui est le retour sempiternel du même, on va petit à petit créer tout le monde.
Et on va vraiment construire le microcosme. Et c'est pour ça que les fameuses vitrines de train sont les plus extraordinaires vitrines de jouets. On n'en a pas fait de mieux. Même les automates, ils font pas le poids à côté des vitrines de train. Parce que le train traverse le monde entier. Puis il y a des tunnels. Alors il disparaît, il réapparaît. Il est total. C'est-à-dire que tous les plaisirs du vivant, de la vie, se retrouvent là, autour du circuit, parce que justement ce circuit est construit comme un microcosme et qu'il permet tout ce qui se passe autour, absolument tout ce qui se passe autour. Alors que les jeux de voiture, eux, parce qu'ils sont une course, parce qu'ils sont un match, sont extrêmement limités, et parce que l'enjeu est focalisé sur qui est le plus fort, on passe pas son temps à construire des choses autour. On ne construit pas le monde autour des courses de voiture, on construit le monde autour des trains. Et bien vous savez, les courses de voiture, c'est très individualiste. Alors que les trains, c'est la vieille utopie communautaire, les wagons, c'est aussi peut-être le vieux plaisir du serpent des origines, du fameux Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, l'énergie primordiale. On le fait partir d'un côté, il revient toujours de l'autre. Et puis si on met beaucoup de wagons, il sera vraiment comme un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si vous faites un énorme train avec plein de wagons, vous pouvez commencer le train d'un côté et il finit au même endroit. Et quand il tourne vraiment comme s'il était un cercle. Il n'est pas un cercle parfait, mais il va imiter le cercle. Et de ce point de vue, c'est vraiment le plaisir d'une sorte d'énergie primordiale, d'énergie des origines, et c'est ce plaisir-là qu'on s'offre. Et c'est pour ça, vous savez bien, que le train électrique est le jeu par excellence que certains adultes offrent aux enfants pour pouvoir jouer avec eux. Alors qu'il y a plein d'autres jeux, on les offre aux enfants pour eux, tandis que le train, c'est bien connu, c'est absolument connu. Le train, ça s'offre pour que les adultes puissent jouer. Alors, vous avez deux catégories d'adultes. Il y a ceux qui ont besoin d'offrir le train à des enfants pour s'autoriser à jouer, et puis il y a les adultes plus libres, plus libérés, qui ont déjà acquis... qui sont passés à un autre stade et qui s'offrent directement le train et qui se construisent des véritables circuits à l'intérieur de leur maison. Ça existe. Et si quelqu'un a le malheur d'en rire, il a tort, il ferait mieux d'y jouer plutôt que d'en rire. D'ailleurs, on sait très bien que quand quelqu'un rit d'un autre qui a un train électrique chez lui, c'est parce qu'il aimerait bien jouer avec. Et c'est de dépit de ne pas oser jouer au train qu'il en rit. Alors comme ça, il y a des jeux à caractère de microcosme, où on refait le monde. La dinette en est un autre. On va pas parler de la dinette à l'occasion du repas, mais on aurait pu commencer par dire tous les repas que nous prenons ne sont jamais que des imitations nostalgiques de la dinette. Qui est-ce qui imite quoi? On dit que c'est la dinette qui imite le repas, mais c'est peut-être l'inverse. Peut-être que les repas sont des imitations réalistes et matérialistes du grand jeu de la dinette où on mange sans manger, où le geste a plus d'importance que la matérialité de la chose. Et finalement, la dinette, c'est vraiment là, nettement, le jeu avec le symbole. C'est le monde du symbole qui reprend ses droits. Comme si dans le monde historique, justement, on perdait le sens du symbole. Alors il faut jouer pour retrouver le sens du symbole. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de plus inutile que de faire des cours de symbolique aux enfants. Ça n'a aucun sens, aucun sens. C'est comme si on disait à un enfant, maintenant tu arrêtes de jouer, on va travailler sur le symbole. C'est grotesque. C'est grotesque. Si on veut travailler, comme on dit, sur le symbole, il n'y a qu'une manière de faire. C'est surtout de continuer de jouer. Et de continuer de jouer le plus longtemps possible. Et si le jeu peut recouvrir la journée, à ce moment-là, c'est le temps entier qui sera clos. C'est le monde intérieur et le monde du symbole qui aura eu raison d'un monde extérieur trop réaliste, trop matérialiste. Alors la dinette, c'est un bon exemple comme ça de clôture, de monde qui se clôt. Et où l'enfant, au travers des symboles, va se réinventer son monde, soit seul, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec ses poupées, soit avec le nounours. L'important, c'est qu'on soit avec, même si c'est avec soi-même. Et il y a une série de jeux comme ça, qui sont des jeux extrêmement structurés, extrêmement organisés, où on recompose le monde. La marelle en est un aussi tout à fait extraordinaire, c'est un grand jeu symbolique, c'est... Comment est-ce qu'on peut monter quand on n'a pas les moyens matériels de monter? Vous savez, toutes les grandes traditions spirituelles se posent la question.
et ne la résolvent pas, alors que tous les enfants du monde ont résolu par la marelle. C'est très simple, c'est l'ascension horizontale. Je me déplace à l'horizontale et je dis que je monte. Eh bien ça suffit. Puisque j'ai dit que je montais, eh bien je suis monté. Mais il faut quand même bouger, parce que si on ne bouge pas, ça ne marche pas. C'est pas de jeu. Donc il faut bouger, et dès l'instant qu'il y a un premier mouvement, eh bien grâce aux mots, grâce à la parole, je vais insuffler dans ce mouvement du symbole, la force du symbole, et grâce à ça, eh bien je monte. Et donc, si vous dites que personne ne fait de lévitation, eh bien, personne, sauf tous ceux qui jouent à la marelle. Ils font de l'ascension horizontale, ils font de la lévitation pesante, et d'ailleurs, il paraît que quand les enfants terminent un jeu de marelle, ils sont encore mieux que quand quelqu'un termine sa lévitation. Ils sont plus dégagés, plus libres. Ils ont la même légèreté, moins la vanité. Parce que celui qui descend de sa lévitation, il est en pleine vanité, vous comprenez, parce qu'il a réalisé quelque chose. Tandis que les enfants, ils trouvent ça tout à fait normal. Donc ils jouent à la marelle, ils acquièrent la légèreté de la lévitation sans aucun risque de vanité personnelle. Parce qu'ils voient bien que les autres y arrivent tout autant. Alors, il y a comme ça des jeux où on recompose le monde, où on fait le microcosme, où on fait le grand tout, on joue avec le symbole, et bien sûr, on se reconstitue au travers de ça. On se recompose. On se réorganise. Et c'est pour ça que le travail principal, faudra-t-il, je ne sais pas combien de fois il faut le répéter, on aura peut-être l'occasion de débattre ça ce soir, combien de fois faudra-t-il répéter les évidences? C'est pas, ça c'est une vaste question, combien de fois faut-il répéter les évidences? Que le travail de l'enfant, c'est le jeu. Et que dire à un enfant « maintenant tu arrêtes de jouer parce qu'il faut travailler », c'est un non-sens, puisque son travail, c'est le jeu. Si on comparait tout ce qui a été acquis au travers du jeu et tout ce qui a été acquis au travers, disons, du travail, jusqu'à un certain âge, allons jusqu'à la préadolescence, le travail ne fait pas le poids. Absolument pas, si on analysait. C'est-à-dire que toute la 90%, 95% des acquisitions profondes, à la fois manuelles, relationnelles, psychomotricité, tout ce qu'on veut, langage et tout ce qu'on veut, c'est au travers du jeu. C'est le jeu qui est éducatif. Et c'est pour ça que parler de jeu éducatif, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens, parce que le jeu n'a pas besoin d'être éducatif, il l'est. En général, quand on cherche le jeu éducatif, c'est que déjà on perturbe le jeu. On perturbe parce qu'on essaie de récupérer quelque chose. On essaie d'utiliser quelque chose qui existe déjà. Et c'est vrai que la plupart des apprentissages se font au travers du jeu. Le jeu est le travail de l'enfant. C'est son travail. Et c'est pour ça qu'il y attache un tel sérieux. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas interrompre les gens qui travaillent. Donc il faudrait conseiller aux enfants, quand on vous dit « c'est l'heure du repas », et que par exemple un enfant joue au train, il faudrait qu'il réponde « je travaille ». Ah ben je ne veux pas interrompre ton travail. Ah non, parce que je travaille. Parce que si, après il est plus grand et il dit je suis en train de faire mon travail de mes devoirs de mathématiques, on va lui dire ah ben alors on te dérange pas, on te laisse finir. Non, je préfère manger tout de suite. C'est toujours comme ça cette inversion. Mais l'enfant qui joue travail, on ne devrait pas l'interrompre au cœur de son travail. Mais c'est vraiment son travail. Et c'est vraiment au travers de ce travail que vont se faire les acquisitions principales. Et c'est un travail créatif, très créatif. Et c'est pour ça aussi que dans certaines instances thérapeutiques, c'est toujours drôle et bizarre de regarder et d'analyser quels sont les jeux utilisés. Alors si vous voulez faire un petit voyage analytique chez les personnes chargées de recevoir des enfants ou de faire des thérapies avec des enfants, c'est extrêmement simple. Vous leur demandez à quoi vous jouez avec les enfants. Et puis, vous avez compris le genre de travail qui se fait. Parce que, de temps en temps, j'avoue que statistiquement, je n'en sais strictement rien, mais de temps en temps, on utilise les jeux qui sont déjà des jeux un petit peu dégénérés, qui sont déjà des jeux à moindre caractère créatif. Alors par exemple, des gens, ils disent, on fait des psychothérapies avec des enfants, on joue avec eux aux petits chevaux. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils vont ressortir encore plus obsessionnels qu'ils ne sont rentrés, parce que ce sont des jeux à caractère obsessionnel, petits chevaux. Là, je ne veux pas dire que c'est pas bien de jouer aux petits chevaux, mais ça n'a pas d'aspect créatif, ça n'a pas de caractère thérapeutique.
Plus grave, on joue au Scrabble. Alors ça, c'est très drôle sans doute comme jeu à partir d'un certain âge, mais c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas un jeu de jeune enfant, et c'est certainement pas un jeu thérapeutique. La preuve, c'est qu'au Scrabble, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd, donc c'est pas un jeu thérapeutique, à mon sens. Et puis en plus, il faut savoir comment ça s'écrit. C'est-à-dire qu'on n'est justement plus dans le monde du jeu. On est dans un jeu qui a été constitué par une autre instance, qui est l'instance du savoir. Ce n'est pas un jeu créatif. Et n'étant pas un jeu créatif, ce n'est pas un jeu thérapeutique. Alors quels sont les jeux thérapeutiques ? Les marionnettes, par exemple. Voilà. Parce que d'abord, personne gagne et personne perd. Il n'y a rien besoin de savoir. Il n'y a même pas besoin de savoir à fabriquer une marionnette. Parce que ça peut être n'importe quoi qui sert de support à la marionnette, ou comme marionnette, mais c'est un jeu qui va permettre d'exprimer un maximum de choses. Et puis on sait très bien aussi les fameux jeux du village, que ça, ce sont les grands jeux thérapeutiques, parce que ça permet des compositions à l'infini. Et par rapport à ça, peut-être que quelqu'un apportera des éclaircissements pratiques cet après-midi, mais par rapport à ça, si vous avez certains dons manuels dans le travail du bois, je peux vous faire part d'un créneau économique. Parce que, en fait, c'est très difficile de trouver les éléments pour les constructions de villages par les enfants. Ça existe, mais de façon justement un peu obsessionnelle. C'est-à-dire ça existe de façon très très limitée. Alors vous avez 3-4 sortes de cubes, 2-3 losanges, et puis c'est bon. Alors évidemment, la possibilité d'expression est très très limitée. Alors je m'étais renseigné, j'avais cherché, et un magasin spécialisé dans les jeux m'avait dit « ça n'existe pas ». Je ne sais pas si ça n'existe pas, aussi parce qu'ils voulaient essayer de vendre autre chose, mais si jamais quelqu'un sait fabriquer des choses en bois, c'est un excellent créneau économique. Vous fabriquez, mais alors un village complexe, vous comprenez, ce qui est important c'est la complexité, parce que si c'est pas complexe, ça existe déjà. Mais ce qui n'existe pas, c'est dans la complexité. Alors il faudrait des tas de modules pour permettre justement une création totale. Et pour permettre surtout une évolution, parce que sinon on pousse à la répétition, à cause des moyens limités. Ensuite, vous faites une lettre circulaire, vous regardez au Minitel tous les psychothérapeutes, les CNPP, les établissements spécialisés, et puis vous envoyez vos modules avec toutes les facilités de paiement, et puis surtout les progressions, parce que c'est ça qui est... Vous fidélisez la clientèle à coup sûr, puisque le propre du village, c'est qu'il évolue, c'est qu'il se construit, c'est qu'on a besoin toujours des éléments nouveaux pour justement exprimer, pour dire l'évolution. Alors c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile de trouver ces bases-là. En général, elles existent, mais elles sont beaucoup trop limitées et on ne peut pas travailler assez librement. Et c'est vrai que idéalement, je pense qu'il y a des gens qui le réalisent, je crois que trop souvent nous sommes loin du compte. Idéalement, le lieu thérapeutique pour un enfant devrait être une véritable salle organisée, non pas comme une salle de jeu, mais comme la salle du jeu, du grand œuvre, dans lequel on puisse vraiment jouer au cosmos, et où l'être puisse se reconstituer comme un cosmos. Ça existe trop rarement, mais on pourrait imaginer aussi, toujours sur le plan économique, exactement comme il y a des sociétés qui livrent des hôpitaux clés en main, on pourrait livrer comme ça la salle thérapeutique pour enfants, le grand jeu avec peut-être la lune et le soleil, pourquoi pas, enfin le grand jeu symbolique, et puis il y a des choses qui tourneraient, puis il y a des choses qui créeraient, on mettrait un enfant là-dedans, et puis soit avec, bien sûr, et puis on jouerait comme ça pendant assez longtemps, et puis au sortir, tout le monde serait calme, tout le monde serait guéri, l'enfant, le thérapeute, tout le monde serait guéri, tout le monde serait tranquille. Ce serait le grand jeu. Et je pense que c'est l'image nostalgique un petit peu du grand œuvre, finalement, de cette recomposition de l'être considéré comme un cosmos. En attendant, je vous propose une petite promenade dans les squares. Dans les squares, il y a des jeux, et on va retourner du côté du frisbee, du cycle et de l'éternité, du retour du même, c'est-à-dire le tourniquet. Comme on n'a pas toujours les moyens de se faire justement la lune, les étoiles, mais qu'on nous dit que la Terre tourne autour du Soleil, que tout tourne, que les planètes tournent, les enfants ils entendent ça, ils se disent bon, ils vont dans le square, ils s'assoient sur un tourniquet, il y en a un qui se dévoue, pour faire ça, et puis ça y est, ils sont dans le grand jeu planétaire, voilà. Ils sont les planètes autour du Soleil, ils sont l'être humain autour du centre du monde. Ils tournent, ils sont ravis. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils tournent ?
exactement comme sur un manège, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Voilà, surtout rien. L'important c'est que ça tourne. Voilà, ça suffit. Il faut surtout rien faire, parce que si ils gâchent tout, alors il y en a quelques-uns qui font, mais on sent que ça va pas bien justement, et ils gênent les autres, parce que normalement le grand plaisir, c'est qu'on n'ait plus besoin de bouger, et ça bouge. Ça c'est du jeu. On n'a pas besoin de bouger, et ça bouge. Et puis, exactement comme je disais tout à l'heure pour les joueurs de football ou de rugby, dès l'instant que ça s'arrête, alors là vous avez le risque dépressif. Et c'est pour ça que normalement, dans l'organisation des jeux de square, il faudrait qu'à tour de rôle, il y ait chacun qui soit dévoué pour remettre en route le tourniquet, pour éviter les risques de dépression passagère chez les jeunes enfants. Alors il y a d'autres, il y a pas que les tourniquets dans la visite, on va poursuivre la visite, il y a les cages à poules. Alors les cages à poules, ça vous guérit de l'idée de but. Parce qu'une fois que vous êtes dans la cage à poules, par exemple vous montez, une fois que vous êtes en haut, qu'est-ce qu'on fait? On redescend, on recommence. Qui est-ce qui gagne? Qui est-ce qui perd? Quelle est l'intention de la cage à poules? Aucune. Comment est-ce qu'on vérifie qu'on a bien joué? Il n'y a pas de critère, chacun fait exactement comme il veut, il bouge comme il veut. Et quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on en a assez. Voilà. Alors ça vous guérit de la notion de but. Et donc c'est pareil, lorsque vous trouvez quelqu'un, ou plus âgé, et qui est toujours tendu vers un but, qui a comme ça une obsession de but, et s'il cherche un moyen thérapeutique, vous lui proposez des séances nocturnes quand même, pour qu'il n'y ait pas trop de scandale, il va dans le square d'à côté, et il travaille, je ne sais pas s'il faudrait, oui, il joue, il travaille, dans une cage à poules, comme ça, et il médite aussi, par la même occasion, vous lui conseillez de méditer sur le dedans et le dehors, parce que c'est extraordinaire, quand on est en plein au dedans d'une cage à poules, on est toujours dehors. Et on ne sait pas ce qu'est le dedans, le dehors, et puis on se dit qu'après tout, ça se ressemble beaucoup, et que tout ça, c'est extrêmement relatif. Donc vous voyez, il y a plusieurs indications thérapeutiques de la cage à poules. J'avoue avoir un faible pour le toboggan. Je pense que le toboggan, c'est vraiment un des grands jeux, quoi. D'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de problèmes psychologiques viennent d'une insuffisance de toboggan à certains âges. Vous avez des gens qui ont des insuffisances de fer, d'autres des insuffisances de vitamines, et alors il y a des insuffisances de toboggan. Ce sont des insuffisances graves, mais ça se guérit très bien. Ce qu'il faut simplement, c'est faire une cure. Parce que ce qu'on apprend au toboggan, c'est l'abandon, à s'abandonner. Bien sûr, c'est ça. Et non seulement on s'abandonne, mais on s'abandonne dans le cycle, parce qu'on n'a jamais vu, enfin ça c'est très rare, on n'a jamais vu un enfant monter à un toboggan, descendre du toboggan et s'en aller. Ça ne se voit pas si vous regardez bien. Une fois qu'il est descendu, il remonte. Bien sûr, parce qu'il a bien compris que ce qu'il faut, c'est être dans le cycle. C'est ça qui est intéressant, c'est être dans le cycle. Alors on est dans le travail, on est dans l'effort, on monte, on fait comme si on allait quelque part, et puis tout à coup on réalise qu'on va nulle part, que dans le cycle, et donc on se laisse aller, on se laisse être, et on trouve la grande attitude intérieure de l'abandon. Il y a des gens qui font après des stages ou des voyages, enfin des choses très très compliquées pour retrouver la vertu de l'abandon, alors que c'est si simple de s'entraîner quand on est petit à descendre du toboggan et à remonter et à redescendre. C'est pour ça aussi, parce qu'il y a à la fois ce plaisir de l'abandon et le plaisir du cycle, qu'on retrouve le risque des dépressions passagères lorsqu'il y a des bouchons. Ça arrive. Vous avez trop d'enfants qui montent, il y a des bouchons, et alors il faut s'arrêter sur l'échelle. Et ça c'est mauvais, psychologiquement c'est mauvais, parce que le plaisir c'est que ça ne s'arrête pas justement. Et donc il y a toujours des moments, il y a un petit peu de crise lorsqu'on s'arrête sur l'échelle, parce qu'en haut il y en a un qui n'arrive pas à s'abandonner. Alors on dit il a peur, mais c'est pas qu'il a peur, c'est qu'il n'arrive pas à s'abandonner. Donc on devrait l'aider, en disant pourquoi t'as du mal à t'abandonner à l'intérieur, peut-être que c'est ça. C'est pas vraiment une peur physique, parce que tout le monde sait qu'on ne risque pas grand-chose sur un toboggan. Mais la difficulté, c'est de s'abandonner. Et c'est en s'abandonnant qu'on comprend qu'on ne risque rien. Alors c'est la cage à poules, le tourniquet, le toboggan. Il y a encore un dernier jeu que je n'oublierai pas. Ce sont des jeux sur le cycle, ce sont des jeux sur le mouvement perpétuel. Le plaisir du square, c'est le plaisir du mouvement perpétuel. La grande hantise des humains, c'est l'ennui et que le mouvement s'arrête. C'est que ça s'arrête. Qu'il n'y ait plus rien, qu'on s'ennuie.
qu'on ne sait plus ce qu'on fait, pourquoi on est là, et la métaphysique commence, les questions métaphysiques commencent avec l'ennui. Or je vous rappelle quand même que toutes les questions métaphysiques sont insolubles, et que la seule manière donc de les résoudre entre guillemets, c'est de ne pas commencer à se poser les questions métaphysiques. Et pour ne pas commencer à se poser les questions métaphysiques, il ne faut pas s'ennuyer. Et pour ne pas s'ennuyer, il faut jouer. Et pour jouer, il faut aller au square et se mettre comme ça dans le mouvement perpétuel. Un autre mouvement perpétuel, un autre plaisir du mouvement perpétuel, c'est bien sûr la balançoire. Ça, c'est un haut lieu de la symbolisation, la balançoire. On mesure d'ailleurs le niveau d'élévation d'une société au nombre de balançoires. Les sociétés à faible taux de balançoires sont des sociétés menacées de décrépitude. Les sociétés à fort taux de balançoires sont des sociétés dynamiques qui ont tout l'avenir devant elles, justement parce qu'elles intègrent le mouvement perpétuel et elles offrent, un peu comme pour la marelle, ce plaisir subtil d'être en haut sans y être, de s'élever tout en restant en bas, et de bouger comme ça, sur un mode aussi, je ne dirais pas planétaire, parce que là, il faut être doué pour faire le cercle, mais disons demi-planétaire, un monde demi-planétaire, où vous vous offrez quand même la moitié du plaisir d'être un cosmos. Vous êtes la moitié d'un microcosme, ce qui en soi n'est déjà pas mal. Alors ce mouvement perpétuel, cet aller-retour entre le haut et le bas, entre l'avant et l'arrière, ça doit opérer un plaisir qui touche tellement le centre que je rappellerai ici un très très beau rêve que quelqu'un avait fait enfant quand elle était petite fille. Elle avait fait ce rêve qu'elle était sur sa balançoire, qu'elle se balançait sur sa balançoire et que tout à coup elle devient en or, la balançoire devient en or et l'arbre auquel la balançoire est accrochée devient en or. Ça, c'est un grand rêve. On s'en souvient après, même quand on est grand. C'était le rêve qui disait, bien sûr, le mystère, la profondeur, la richesse de l'être. Mais c'est pas pour rien que la transformation en or se fait alors qu'on est sur la balançoire, parce que la transformation en or, l'obtention de l'or philosophique ou philosophal plutôt, on le considère d'habitude comme le grand œuvre, comme le travail par excellence, comme le travail de tous les travaux, comme le chef-d'œuvre. Comment est-ce qu'on accomplit le travail par excellence? En ne faisant presque rien. Par l'insouciance. La balançoire, c'est l'image de l'insouciance. L'enfant ne fait rien, il se laisse bercer par sa propre insouciance. Et ainsi, il se transforme. Ainsi, il s'œuvre, on pourrait dire. Il œuvre sur lui-même. Son ouvrage se fait grâce à l'insouciance. Et son insouciance est telle, bien sûr, sur un plan psychologique, et on peut imaginer que c'est l'insouciance quand elle était sur la balançoire. Peut-être que dès l'instant qu'elle descendait de la balançoire, il se passait d'autres choses dans l'environnement qui étaient nettement moins dénuées de soucis. Et c'est pour ça aussi que la transformation en or se fait là et pas ailleurs. Parce que c'est la part de l'enfant, le monde à part, le monde non pas imaginaire, mais différent du monde ordinaire, relationnel de l'enfant. Alors elle se transforme sur sa balançoire, du coup la balançoire elle-même se transforme, c'est-à-dire que le jeu devient divin, c'est le jeu divin. Et l'arbre se transforme, ça veut dire que ses racines, sa généalogie se transforme, parce qu'elle se transforme. Et dès l'instant que quelqu'un trouve son or, eh bien il guérit son arbre, qui avait sans doute besoin aussi de devenir de l'or, qui avait besoin aussi d'être guéri. Et ça c'est grâce à ce jeu, qui est un jeu à la fois perpétuel, du mouvement perpétuel, qui est le jeu de l'insouciance, qui est le jeu de l'élévation humble, même si de temps en temps on arrive à ce que j'appelais le cercle complet, mais ça c'est quand même plus difficile. Alors je vous propose qu'on sorte un peu du square et qu'on aille, ces temps-ci je vous le recommande beaucoup, au bord de la mer, et qu'on regarde un petit peu d'abord les jeux de sable. Parce que les jeux de sable, ça aussi, ça fait partie des grands jeux. Ce sont des
méditation sur l'éphémère. Parce qu'on sait très bien que le jeu de sable, eh bien, lui, il est voué à être, comment on pourrait dire, je cherche le mot, non pas détruit, parce que c'est certainement pas le bon mot, il est voué à être transformé ou dissous par la marée montante. Donc c'est un jeu avec la matière, c'est aussi un jeu avec le temps, c'est le jeu avec le temps. Quand on joue avec le sable, on joue avec le temps. Et on accepte que la matière soit mortelle, c'est ça. Et on n'en fait pas un drame. Donc, quand un enfant joue au sable, eh bien, s'il traduisait, il pourrait dire « Eh bien, on est mortel, mais on n'en fait pas un drame. C'est pas parce que la marée va monter, et c'est pas parce qu'elle va tout défaire, qu'on va se mettre à pleurer. Au contraire, on va regarder ça, parce qu'on sait aussi qu'une fois qu'elle aura monté, elle va redescendre, et on pourra recommencer à jouer. Ça, c'est le cycle du temps. C'est vraiment le cycle du temps. Et puis aussi, dans l'inconscient, on sait que la plage est un des hauts lieux symboliques de la naissance, et que faire des formes avec du sable sur la plage, c'est une manière symbolique de créer son propre corps, comme si on créait son propre corps, comme si on était un Dieu créateur du monde, une divinité créatrice du monde, et qu'on était, avec toujours ces fameuses questions des temps des origines, tiens, comment est-ce qu'on va faire le bonhomme ? Comment est-ce qu'on va faire la forme humaine ? C'est toute cette question de la forme que, de façon très inconsciente, se posent les enfants qui jouent au sable et qui sont au lieu symbolique de leur naissance, comme s'ils étaient créateurs d'eux-mêmes et du monde. Des fois, c'est des châteaux. Il me semble, mais je ne suis pas sûr, il me semble quand même qu'il y a un recul du château de sable. Un rapide coup d'œil sur les plages contemporaines me font dire qu'il y a un léger recul du château de sable. Alors là, sans doute, ça montre des évolutions de civilisation très importantes, mais quelle est la signification profonde ? Je n'en sais rien, je constate simplement ce recul du château de sable. Or, le château de sable et les constructions de châteaux, les jeux de châteaux, sont toujours liés au château fort intérieur, à la défense de soi-même. C'est ce que certaines personnes appellent des fois, d'un mot latin barbare, un téménos, c'est-à-dire une construction pour préserver son âme, une construction pour que la psyché soit à l'abri d'agressions venues de l'extérieur. On sait par exemple dans les comportements psychotiques qu'un certain nombre de gestes, ce sont comme des téménos, ce sont des véritables châteaux forts, pour se préserver de toute atteinte venue de l'extérieur. Alors, est-ce que ça veut dire que l'évolution est positive et qu'il y a moins besoin de châteaux forts, parce que finalement, les enfants contemporains, ils arrivent mieux à se défendre contre les atteintes venues de l'extérieur? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce que ça veut dire, au contraire, que nous avons moins de moyens symboliques pour nous défendre contre les atteintes extérieures? Je ne trancherai pas cette trop difficile question. Vous savez que lorsque les questions sont trop difficiles, c'est très simple. Il ne faut pas essayer de les trancher, il ne faut pas essayer de les résoudre. On constate simplement ça. Sur les plages, on voit jouer des fois des gens à la balle aux prisonniers, de tous âges, jouent au ballon prisonnier. Alors le ballon prisonnier, c'est un jeu très drôle, mais surtout quand d'un côté, il n'y a plus qu'une personne. Il y a une personne, elle est entourée il y a les adversaires d'un côté, il y a les adversaires devant, il y a les adversaires derrière, ils essaient de vous tirer dessus, et vous êtes le seul, l'unique, le héros ou l'héroïne. Alors, la balle aux prisonniers, en fait, est entièrement organisée autour de ce temps-là, qui est un temps de gloire. C'est le temps de la gloire. Et c'est une gloire qui n'entraîne aucune perturbation dans le monde. C'est ça qui est bien, la gloire du ballon prisonnier. Quand vous êtes le seul, alors vous la seule, vous essayez de tenir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On sait très bien que vous n'allez pas tenir 107 ans. Mais il y a quand même ce moment de la gloire. Et ce moment de la gloire qui rappelle certains jeux sont en fait des épopées pacifiques. Ce qu'on recherche dans certains jeux, c'est le goût de l'épopée, moins le sang et la guerre. L'épopée, mais tranquille. L'épopée tranquille. La gloire, mais qui ne vient rien perturber dans le monde. C'est-à-dire, dès l'instant que le jeu s'arrête, tout s'arrête, et puis on rentre dans le rang. Mais on s'est offert les grands plaisirs de l'épopée, et en même temps, on a laissé le monde tranquille. Il y a beaucoup de jeux de ballons qui tournent autour de ça. Et c'est aussi lié au fait que la balle
est souvent un symbole de totalité, et que les jeux de ballon, les jeux de balles sont une façon de se renvoyer la totalité, de s'organiser autour d'une totalité mystérieuse qui échappe, qu'on essaie de contrôler. Et par rapport à ça, je ferai deux petites remarques. La première, c'est à propos du tennis, et la seconde, c'est un petit retour au football. À propos du succès du tennis, d'où vient le succès du tennis? Eh bien, nous avons fait des recherches et nous avons découvert que le succès du tennis vient du son de la balle lorsqu'elle est frappée par la raquette. Un son de netteté. Comme si, quand on entend des gens jouer au tennis, ça donne l'impression que la vie, c'est quelque chose de clair, de net et qui résonne bien. Ce qui est peut-être pas tout à fait vrai, mais pendant qu'on écoute, parce qu'on ne devrait pas dire « j'ai vu un match de tennis », on devrait dire « j'ai écouté un match de tennis », j'avais l'impression que la vie, c'était clair, net et que ça résonnait bien. Et je vous rappelle qu'il y a un film d'Antonioni qui s'appelle « Blow Up », où il y a une partie comme ça de tennis sans balle et sans raquette, avec des gens qui miment le jeu. Mais ce qu'on entend, ce qui est extraordinaire, évidemment, ce qu'on entend, c'est le son, c'est que ça résonne bien, ça frappe bien. C'est ça, c'est le plaisir de la netteté. Et du côté du football, eh bien, il y a manifestement un grand plaisir du but. Et ce plaisir du but au football est quelque chose de très répandu dans les rêves contemporains, plutôt masculins, c'est vrai, mais c'est très répandu dans les rêves masculins. Le plaisir du but, en fait, c'est la résolution. C'est que ça y est, on a visé une question intérieure, et on l'a résolu. C'est ça le plaisir du but. On a marqué le but, on a résolu quelque chose. Et il y a un sentiment de libération au moment où le but est marqué, parce que ça symbolise une résolution intérieure. Alors on pourrait objecter que ça ne se passe pas toujours comme ça. Les matchs de tennis, d'habitude les gens ils ont des raquettes et des balles, ce qui est d'un banal redoutable. Et qu'il y a peu de gens qui arrivent à jouer sans balles et sans raquettes, et puis que les matchs de football sont pas toujours des hauts lieux de conscience. Mais ça ne tient pas aux joueurs de tennis ni aux joueurs de football, ça tient simplement à ce qu'à un moment donné, le jeu se pervertit en spectacle. Et c'est quand le jeu se pervertit en spectacle qu'on sort du jeu, que ce n'est plus un jeu, justement. C'est plus un jeu. Pourquoi? On va retrouver un des bons vieux thèmes, parce qu'il y a le regard d'un tiers. Et le regard du tiers, le regard du troisième, va modifier complètement, il va tuer le jeu, il va casser le jeu. Il va transformer le jeu en spectacle, et dès l'instant que le jeu se transforme en spectacle, eh bien curieusement, il va retrouver ce contre quoi il s'était construit, c'est-à-dire le temps et la guerre. Dès l'instant que le jeu est un spectacle, il devient, plus ou moins consciemment, mise à mort, spectacle de la mise à mort. Et à ce moment-là, tout match est en fait une représentation plus ou moins symbolique de la mise à mort. Et la mise à mort elle-même est une introduction à la guerre. Et alors là, on a l'impression que le cycle est achevé, puisque le sens du jeu, c'était justement de sortir de l'histoire, de la blessure, de la mort et de la guerre. Et dès l'instant que le jeu accepte à tort de devenir un spectacle, eh bien, il va se retrouver dans le monde du temps, de l'histoire, dans le monde linéaire de la guerre. Il sort du cycle, il n'est plus un cycle. Et toute sa capacité symbolique va tomber. Alors on voit très bien, par exemple, dans les explosions de violence sur les stades, c'est parce que la fonction symbolique du jeu ne marche plus. Alors que le jeu a une fonction symbolique inhérente à lui-même, eh bien parce qu'il devient spectacle, la fonction symbolique va s'abaisser, et petit à petit, la violence qui est contenue à l'intérieur va apparaître. La violence n'est plus symbolisée, on est sorti du cycle, et puis la violence explose. Et finalement, lorsque ça tourne au drame ou ça tourne au massacre à l'occasion, comme c'est arrivé à l'occasion de certains matchs, c'est justement parce que la fonction symbolique a été détruite. Et c'est le spectacle qui finit par détruire la fonction symbolique. On retrouve ça aussi dans les courses. Les courses, c'est la mise à mort de l'autre. Et là, il y a un exemple cinématographique très célèbre. C'est la course de chars dans Ben-Hur. La course de chars dans Ben-Hur, c'est en fait une représentation de la mise à mort. Le méchant, je ne me souviens plus de son nom, le méchant, il essaie pas seulement de battre Ben-Hur, il essaie de le tuer, bien sûr. Il essaie de le tuer. La fonction symbolique ne marche plus du tout.
parce que ce n'est plus un jeu, parce que ce n'est plus une course, parce que c'est un jeu du cirque, c'est-à-dire que ce n'est plus un jeu. Les jeux du cirque, ce ne sont pas des jeux. Là, il n'y a pas de symbolisation, il y a simplement une spécification de la mort. On spécifie la mort, mais il n'y a plus de jeu. On appelle ça à tort les jeux du cirque. Eh bien, la course de choses, ça fait partie des jeux du cirque, et c'est pour ça que finalement le traître n'essaie pas simplement de vaincre, mais essaie de tuer. Il ne sait plus vaincre sans tuer. Voilà. Donc il n'est plus joueur, ce n'est plus de jeu, il n'est plus dans le jeu. Les survivances les plus frappantes des jeux du cirque, surtout qu'elles reprennent de la force en France, c'est la corrida. Dans la corrida, on retrouve le principe de la mise à mort. On est bien très très près des jeux du cirque, et on est dans ce rituel de la mise à mort. Or, ce rituel de la mise à mort dans les corridas est sans doute un héritage des lointaines religions du taureau, des religions mitraïques du taureau, où le taureau était adoré, et comme tout animal totémique adoré, il était aussi tué. Et la lutte avec le taureau est en fait une survivance d'anciennes religions archaïques à caractère sacrificiel. Et donc le succès de la corrida, du point de vue d'une civilisation, n'augure pas particulièrement du côté du progrès de la conscience, mais au contraire semble être une régression archaïque du côté des anciennes religions à caractère sacrificiel. À ce moment-là, il y a bien du symbole, mais du symbole extrêmement bas, du symbole très faible, puisqu'on a besoin de tuer l'animal. C'est bien parce que le jeu n'arrive pas à se symboliser, c'est bien parce que c'est plus de jeu, c'est bien parce que ce n'est plus du jeu, puisqu'il peut y avoir le sang et la mort. Or on a vu, je le répète, que le propre du jeu, c'était d'arrêter l'écoulement du sang, c'était d'arrêter l'histoire et de rentrer dans l'éternité. Si le jeu fait couler le sang, il n'est plus du jeu. On est donc passé par le spectacle, du spectacle on est arrivé au jeu du cirque, et du jeu du cirque on a retrouvé les anciennes religions idolâtres à caractère sacrificiel, c'est-à-dire des religions qui pratiquaient des rites et des jeux en préparation de la guerre. Et à ce moment-là, le jeu était l'inverse du vrai jeu, l'inverse du grand jeu. Il était une préparation, une imitation de la guerre et une préparation à la guerre. Alors on pourrait objecter, oui, mais on ne va pas toujours quand même aller sur les toboggans, aller sur les tourniquets, construire des châteaux forts, simplement pour rester dans la fonction symbolique et pour éviter d'être dans des épopées dramatiques et d'aller faire la guerre. Il faut bien quand même à un moment qu'on sorte du jeu, il faut bien qu'on grandisse. Et au travers d'une histoire indienne, de nouveau, indienne d'Amérique du Nord, une histoire des Winnebago, on va faire le grand détour pour voir que, en fait, l'alternative, c'est celle-là. Grandir, oui. Sortir du monde, du jeu, oui. Mais à condition de rentrer dans le monde des amours. Et si l'enfant qui sort du jeu n'arrive pas à rentrer dans le monde profond des amours, il va rentrer dans le monde de la guerre. Comme si, au moment où le jeu s'arrête, au moment où l'enfance s'arrête, c'est ça le choix, finalement, qui s'offre. Où on rentre dans le monde des amours et on fonde sa vie là-dessus, ou au contraire, on rentre dans le monde de la guerre. Comme si le jeu, lui, il était avant ce choix, avant cette question. Et bien sûr, le propre du jeu, c'est d'initier, d'introduire au monde des amours. Mais si le jeu se pervertit, si la fonction symbolique du jeu ne fonctionne plus, eh bien on va rentrer dans le monde de la guerre. Alors l'histoire des Winnebago, c'est une histoire extraordinaire qui fait partie de ces fameux cycles du fripon. On a déjà parlé du fripon. Alors le fripon, c'est une espèce de personnage moitié divin, moitié humain, créateur, facétieux, qui fait des tours. On ne sait jamais si c'est le dieu des origines ou si c'est le clown du cirque d'à côté. C'est un mélange des deux, le fripon. Il est les deux. C'est quelqu'un qui a très peu de conscience, qui a une grande capacité de création, grande créativité, très peu de conscience, qui est capable du pire ou du meilleur, qui n'a pas de différenciation éthique, mais qui n'est pas foncièrement destructeur non plus. Il est constructeur-destructeur. Il est avant les séparations de la conscience, mais il a pour lui la force créatrice. Et il a pour lui, parfois, cette dimension d'universalité qui manque à beaucoup de gens qui se disent eux moralistes.
Je vais donc vous parler du cycle du fripon. Alors le fripon, chez les Winnebago, au début, on ne sait pas que c'est un fripon. C'est le chef. Voilà, il y a une tribu, c'est le chef. Et le chef a fait savoir à tout le monde qu'il va aller sur le sentier de la guerre, qu'il veut partir sur le sentier de la guerre. Alors, les guerriers entendent ça, et ils entendent que le chef a demandé, pour se préparer à aller sur le sentier de la guerre, il a demandé qu'on chasse pour lui 4 cerfs, qu'on les prépare, qu'on les cuise, qu'on les prépare, et comme ça, il va donner un festin avec tous ceux qui vont partir avec lui sur le sentier de la guerre. Alors, ses neveux vont chasser 4 cerfs, ils attrapent 4 cerfs, ils les tuent, et puis on prépare le repas, et le banquet est fait, tout le monde arrive, les guerriers arrivent avec leur peinture de guerre, avec leurs armes de guerre, et le chef n'arrête pas de dire, je vais partir sur le sentier de la guerre, je vais partir sur le sentier de la guerre. Et on commence le repas, et on commence le festin. Et puis, on arrive au bout du repas, le festin est terminé, et le chef s'en va. Enfin, il s'en va pas loin, il s'en va à côté, quoi, dans le village, il reste toujours dans le village. Alors les autres attendent, ils disent on va attendre le chef, et quand il va revenir, on va partir sur le sentier de la guerre. Oui, mais voilà, il revient pas. Alors, au bout d'un moment, les gens, les guerriers, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? On va voir où il est. Alors ils le cherchent, et ils le découvrent enlacé avec une femme du village dans une hutte. Alors ils reviennent, furieux, en disant, le chef, il est avec une femme du village dans une hutte, et il va pas du tout, il est dans le monde des amours, il va pas du tout sur le sentier de la guerre, il s'est moqué de nous on s'en va. Et tout le monde s'en va. Alors le chef, il revient, et il proclame à tout le monde, moi maintenant, je vais partir sur le sentier de la guerre. Alors les guerriers arrivent, et ils disent, qu'est-ce qu'il faut qu'on t'attrape? Je veux 2 cerfs et 2 ours. Alors on lui attrape 2 cerfs et 2 ours, et on recommence le banquet. On recommence le banquet, ça peut durer très longtemps. Hein, on recommence le banquet, comme ça, et cette fois-ci, au milieu du repas, j'insiste beaucoup là-dessus, au milieu du repas, le chef se lève et s'en va. Alors les autres attendent. Ils s'arrêtent de manger, ils attendent. Puis au bout d'un moment, ils sont noissés, quoi. Je dis, il faut chercher le chef. Alors ils cherchent dans les huttes du village, et ils retrouvent le chef avec cette même femme, qui est peut-être son épouse, l'histoire ne le dit pas, ou une amie, on ne sait pas. Et alors ils sont scandalisés en disant, on va à la guerre ou on va pas à la guerre? Et ils repartent tous scandalisés. Le chef revient et dit, moi je veux partir sur le sentier de la guerre. Ne vous inquiétez pas, c'est un moment, ça s'arrête quand même. Je veux partir sur le sentier de la guerre, je veux 4 ours mâles. Alors on va lui chasser 4 ours mâles, on rapporte les 4 ours mâles, et on refait le banquet. Et il se lève au milieu du banquet. Tout le monde s'arrête, et puis il s'en va. Alors on l'attend, parce que, vous savez, c'est comme ça, c'est le temps qu'on comprenne. On l'attend, et puis il y en a un qui va le chercher. Il va le chercher, il le retrouve dans la même case, avec la même femme, enlacée, toujours, et puis ils ont l'air très heureux, ils ont l'air très contents, et alors ils se disent, il se moque de nous, il dit qu'il va sur le sentier de la guerre, il ne va pas sur le sentier de la guerre, nous on s'en va. Le chef revient, il dit, je veux aller sur le sentier de la guerre, je veux 4 ours femelles. Bon, alors on va lui chercher 4 ours, parce que c'est quand même le chef, il ne peut pas désobéir. Bon, même si on commence à se demander si tout ça a du sens, enfin... On va chercher les 4 ours, alors ils vont chasser les 4 ours, ils ramettent les 4 ours et ils font un grand festin. Ils mangent, ce grand festin ça dure un certain temps, tout le monde regarde, tout le monde attend, puis au bout d'un moment, les gens sont sidérés. Le repas est terminé et le chef est toujours là. Alors ils le regardent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est toujours là. Prêt à partir sur le sentier de la guerre, peint, armé et tout. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent sur le sentier de la guerre. Et ils vont au bord d'une rivière, et le chef monte dans un canoë, tous les guerriers alors sont ravis, chacun monte les autres montent dans d'autres canoës, et le chef part sur son canoë. Il part un petit peu, et puis au bout d'un moment, il se met à parler à son canoë. Et il lui dit, c'est moi qui vais sur le sentier de la guerre. Il n'y a que moi qui suis capable de faire la guerre. Il n'y a que moi qui suis le chef. Toi, t'es qu'un vieux canoë qui est même pas capable de se battre. Il se met à casser son canoë, et il retourne à la nage, et il rentre dans le village.
Alors les autres, ils trouvent que ça va pas, quoi. Qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est difficile d'arriver jusqu'au bout de l'histoire. Parce que le pire, c'est que ça continue. Alors tout le monde revient. Et puis le chef dit, bon, maintenant je vais aller sur le sentier de la guerre. Maintenant que c'est vraiment moi qui vais par ce canoë. Alors ils repartent avec le chef sur le sentier de la guerre, puis au bout d'un moment, le chef, il prend une petite sacoche dans laquelle il y avait des charmes de guerre, parce que vous savez, la guerre, la magie, tout ça, alors il y avait des charmes pour faire peur aux autres, pour acquérir une force universelle, pour quand on se fait atteindre par une flèche, pour ne pas mourir, on avait des charmes de guerre. Alors il prend sa sacoche avec des charmes de guerre, il commence à insulter ces charmes de guerre, en disant « Il n'y a que moi qui suis capable d'aller à la guerre. Vous n'êtes même pas capable de faire la guerre si moi je ne vous porte pas. Vous êtes de vulgaires charmes de guerre. » Alors il jette son sac, il se met à piétiner ces charmes de guerre et à les enfoncer dans le sol. Et puis il rentre. Alors les autres trouvent ça terrible, quoi. Ils n'avaient jamais vu ça. Piétiner ces charmes de guerre... on n'avait jamais vu ça, ça ne s'était jamais fait, c'était vraiment là un scandale absolu. Alors il rentre, c'est quand même le chef. Et puis le chef, il dit, maintenant je vais partir sur le sentier de la guerre. Mais il n'y en a plus beaucoup qui partent avec lui. Déjà avec le coup du canoë, il y en avait quelques-uns qui avaient dit, bon, puisque c'est comme ça, on rentre chez nous. Alors il en restait encore. Il en restait quelques-uns au moment où il avait piétiné ses charmes de guerre. Mais quand il est reparti simplement avec son arc et ses flèches, il n'y en avait plus beaucoup, il n'y en avait plus que quelques guerriers qui restaient là, parce que c'était le chef. Et qu'est-ce qu'il voit horrifié? Il prend son arc, il casse l'arc, il prend les flèches, il casse les flèches en les insultant. Vous n'êtes même pas capable d'aller à la guerre sans moi. Moi seul je suis capable d'aller à la guerre. Moi seul je suis un vrai guerrier. Vous n'êtes pas des guerriers, vous n'êtes pas dignes d'aller à la guerre. Et il casse tout. Alors les autres, ils voient ça. Et puis ils s'en vont. Et le chef, il est tout seul. Il est tout seul. Et puis il est bien, il est tranquille, il n'a pas envie d'aller à la guerre. C'est affreux d'aller à la guerre, c'est vrai. Lui, il ne voulait pas aller à la guerre. Et il se met à se promener dans la nature, et il appelle toutes les choses, tous les animaux, tous les arbres, toutes les plantes, il les appelle frères, petits frères. Et puis à un moment, je vais m'arrêter là, parce que l'histoire n'en finit pas, mais on pourra la reprendre. Et puis à un moment, il trouve un buffle. Alors il y a quand même le côté chasseur qui revient, il trouve un buffle et il se dit « Ah, c'est bête, j'ai cassé mon arc et mes flèches. » Voilà. Ça continue, hein. Enfin, il va pas à la guerre. C'est l'histoire du fripon chez les Winnebago. Alors ça fait partie de ces facéties pour la perplexité. Vous savez, quand on écoute ça, à un moment on se dit... D'ailleurs, je me suis demandé si vous n'alliez pas réagir de la même manière. À un moment, au fur et à mesure de l'histoire, pour imaginer comme ça, les gens qui s'en vont, bon, ils racontent un truc, ça n'a pas de sens. Mais finalement, évidemment, cette histoire a un sens très profond. Un sens très profond, c'est qu'on ne va pas à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fou. Ils sont complètement fous, les guerriers. Ils vont à la guerre comme ça, ils ne savent même pas pourquoi, ils ne savent même pas contre eux, ils vont aller tuer des gens pour rien. Simplement parce que le chef a dit je vais sur le sentier de la guerre, alors tous les autres ils disent oh oui, on va aller sur le sentier de la guerre. Mais le chef, lui, il ne veut pas. Donc ce qu'il fait là, c'est qu'il met fin au monde de la guerre. Il met fin au monde de la guerre, c'est ça qu'il fait. Et comment est-ce qu'il met fin au monde de la guerre? D'abord, par le monde des amours. Lui, il va à l'amour, il ne va pas à la guerre, ça ne l'intéresse pas. Et puis, il casse les rituels. Ça, c'est fondamental. Je vous ai fait remarquer, hein, il s'est levé de table au milieu du repas, il est sorti du repas, au milieu. Il casse les rituels, alors les plus importants, quoi, ceux au travers desquels nous sommes très proches des Winnebago, c'est-à-dire qu'il fait le même scandale que ça ferait aujourd'hui, exactement pareil, même scandale. Et pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de plus important à faire que de passer son temps à manger avec des guerriers, avec des gens qui pensent qu'à tuer. Et il leur impose petit à petit une prise de conscience de l'absurdité de leur existence. Et puis lui, il ne leur a pas demandé de venir avec lui. Il ne leur a rien demandé. C'est pas parce que lui, il a dit qu'il allait sur le sentier de la guerre qu'eux, ils devaient l'accompagner. Il ne leur a pas dit « vous êtes obligés d'aller sur le sentier de la guerre ». Il n'a rien dit de tel. Et donc, finalement, il opère une révolution psychologique pour casser, justement, ce goût maladif de la guerre. Et en insistant sur l'imitation de « je vais à la guerre et je n'y vais pas », il joue.
Il fait exactement ce que tous les enfants du monde font. C'est, voilà, maintenant, je rentre dans le château. Mais ils ne rentrent pas dans un château. Ils vont de l'autre côté de la cour, mais ils ont dit qu'ils rentraient dans un château. Ils ont dit que, on dirait que. Et le chef, c'est ça. On dirait qu'on irait à la guerre. Mais surtout, on ne va pas y aller, on n'est pas bête. Mais on va faire comme si on allait à la guerre. On va imiter le monde de l'histoire et de la guerre pour abolir le monde de l'histoire et de la guerre. On va faire comme si c'était vrai, mais on va surtout faire en sorte que ce ne soit pas vrai. On va rentrer dans le monde du comme si, dans l'imitation, dans le symbolisme, dans le jeu. Il va jouer à aller à la guerre pour ne pas y aller. Et il va utiliser le jeu pour abolir la guerre. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est d'abolir la guerre. Mais il ne peut pas abolir la guerre en disant maintenant on ne va plus à la guerre. Il va abolir la guerre en jouant le jeu, en faisant comme si. Et il va ainsi, petit à petit, grâce à la fonction symbolique, grâce au rite, il va séparer la guerre en tant que destruction, il va la séparer du désir, de l'allant, de la marche. Et en plus, il va s'individualiser. Parce que, qu'est-ce que c'est un chef? C'est quelqu'un qui commande aux autres, et c'est quelqu'un qui est prisonnier des autres. Il est prisonnier de la fonction qu'il exerce vis-à-vis des autres. Et lui, lorsqu'il casse, il casse son autorité finalement. Lorsqu'il casse son autorité, il se libère de sa fonction et il va s'individualiser par ce jeu, par ce grand jeu symbolique, il va s'individualiser, il va devenir seul. C'est pénible d'être un chef indien, vous avez toujours des guerriers qui sont derrière vous en train de vous dire « allez, on y va, on y va, on y va ». Alors il va faire un certain nombre de gestes de transgression, il va transgresser l'ordre social et grâce à ces gestes de transgression, il va acquérir la tranquillité. Donc si vous voulez être tranquille, si vous êtes dans un groupe, par exemple, où les gens sont toujours ensemble, ne savent pas se séparer, c'est très simple. Vous faites un certain nombre d'actes qui vont paraître insensés aux yeux des autres. Vous faites ça pendant le temps nécessaire. Des fois, quelques heures suffisent. Les gens s'en vont les uns après les autres. Ils savent pas, ils disent, tiens, j'ai quelque chose à faire. Tiens, au fait, j'ai oublié. Puis vous vous retrouvez seul. Voilà. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que d'essayer d'expliquer à chacun qu'on a besoin de se retrouver soi-même, parce que les gens ne comprennent pas. Mais si vous faites des actes comme le chef, c'est-à-dire des actes de transgression, des actes de scandale par rapport aux us et aux coutumes, eh bien on va vous laisser tranquille. Et il acquiert cette tranquillité, et une fois qu'il a acquis cette tranquillité, eh bien il a accès à l'universel, et il va appeler frère tous les animaux, toutes les plantes. Il devient finalement l'homme cosmique, l'homme qui est en harmonie avec le cosmos, parce qu'il s'est séparé d'un groupe fermé, parce qu'il s'est séparé de la guerre, parce qu'il est entré dans le grand jeu du vivant. Et une fois qu'il est dans le grand jeu du vivant, il voit un buffle, il se dit c'est bête, j'ai pas mon arc et j'ai pas mes flèches, parce qu'il est plein de contradictions, et parce qu'une fois qu'on est redescendu de ces temps forts de la transgression et de la libération, on retrouve tous les besoins humains, les manques et toutes les difficultés existentielles. Mais il est libre, il est devenu libre. Et à partir de cette liberté, il va recréer le monde, il va un peu recréer le monde. Il est donc celui qui joue, celui qui crée le monde en jouant, en se jouant des autres, et grâce au jeu, surtout, c'est ça qui est important, grâce au jeu, il ne va pas sur le sentier de la guerre, il abolit la guerre. Un vrai chef.